Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue pour ce nouveau numéro des experts au féminin. Comme d'habitude, autour de ce plateau, une invitée de marque qui va nous parler de ses expertises et bien évidemment, mesdames les expertes. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Maëlle Félix-Henry, vous êtes directrice générale d'IRESA et avec vous, on parle en général de formation, de sport, mais de quoi encore? Mais également d'entrepreneuriat, de développement local, puisque ce sont des sujets que je mène de bout en front avec IRESA, mais également avec mes activités complémentaires. Très bien. À vos côtés, Joëlle Badralou, qui est blogueuse pour ediwi.com. Et avec Joëlle, on voyage et on se délecte tout le temps. Tout à fait. Donc, je suis journaliste lifestyle et nous parlons gastronomie et voyage sur le plateau. Tout à fait. D'accord, Joëlle. Avec nous également Cindy Bajazet, l'une de nos expertes. Vous êtes juriste paralégale, comme disent les Américains. Exactement. Ça consiste en quoi exactement? J'accompagne les porteurs de projets, les associations, les personnes physiques et surtout les avocats et les experts comptables dans le cadre de la sous-traitance juridique. Et j'ai aussi la casquette de formatrice en création d'entreprise. Donc avec nous, on parlera entrepreneuriat. Très bien. Alors ce soir, mesdames, messieurs les téléspectateurs, mesdames les expertes, on reçoit quelqu'un que j'aime beaucoup, je ne vous le cacherai pas. Elle rigole déjà. Je sais que ça va être un peu difficile de ne pas rire ce soir, je ne sais pas pourquoi. On reçoit Rebecca Marival. Bonsoir Rebecca. Bonsoir Axel. Bonsoir chère consoeur. Bonsoir consoeur. Alors Rebecca est attachée de presse, vous êtes également l'animatrice de l'émission sur la même chaîne de Before by Rebecca et avec Rebecca nous allons discuter de comment oser se créer des opportunités. Alors Rebecca, alias Queen of the Night. Ça c'est vraiment un truc qui me colle à la peau depuis quelques années, Queen of the Night, la star, enfin il a beaucoup comme ça de surnoms. Mais voilà. Alors on ne vous présente plus Rebecca dans le milieu artistique, événementiel, médiatique également. Néanmoins ce soir j'ai vraiment envie qu'on se penche sur votre parcours, votre trajectoire qui est atypique et si riche en même temps, qu'on puisse vraiment comprendre par-delà le côté strass et paillettes, surtout toute la masse de travail qu'il y a derrière, mais également l'audace de ce bout de femme que vous êtes. Comment est-ce que vous êtes arrivé dans ce milieu et par où avez-vous commencé? J'ai envie de dire un peu par hasard, bien que ce ne soit pas forcément du hasard, mais c'est beaucoup de belles rencontres en fait. C'est vrai que c'est un milieu que je connaissais déjà personnellement parce que pour avoir grandi dedans par rapport à la famille, des amis, des parents qui étaient très ancrés dans tout ce qui était culturel, et puis après c'est des opportunités, c'est des rencontres, et puis on rentre au pays, voilà, une première rencontre, on fait un peu de télé, et puis on évolue comme ça, et puis le bouche à oreille, on est mis en relation, et puis on commence à se créer un réseau, et puis ce qui fait que aujourd'hui j'ai pu être fière de 20 ans un peu plus de 20 ans, on va dire 20 ans de carrière. Oui. Vous pensiez que vous auriez eu tout ce parcours quand vous êtes rentré au pays? Pas du tout, parce qu'en fait effectivement alors tout ce qui est événementiel, communication, médias, ce sont des métiers qui ont l'air d'être comme ça, des métiers, on va dire, loisirs. Et en fait, au début, moi, je le faisais vraiment comme ça parce que j'avais cette facilité. Mais c'est vrai que le jour où on fait ce genre de métier, la première fois qu'on reçoit sa première fiche de paie, on s'est dit « Ah ouais, je peux en vivre ». Et effectivement, c'est un métier, en fait. Alors au début, plus jeune, non, il y avait la facilité. Après, oui, on commence. De toute façon, on en vit. Ouais. Et puis à un moment, on est dedans, l'expérience fait que, et puis on se passionne un peu plus. Et puis de toute façon, comme je dis souvent, quand je dis que j'ai envie des fois de changer un peu de créneau, mais en fait, je ne sais pas vers quoi me pencher, parce que je ne sais faire que ça. Enfin, que ça et tout ce que je sais faire en fait. Oui, c'est déjà beaucoup parce que quand on a préparé l'émission, j'ai bien compris lorsque vous êtes revenu sur toutes ces années de carrière que vous êtes une polyvalente, que vous savez un peu touche à tout, mais c'est aussi la façon dont l'industrie de l'événementiel de la musique s'organise en fait, en tout cas sur nos territoires, parce que c'est quand même particulier. C'est vrai que
Nous sommes des départements d'outre-mer, voilà, avec ce que ça comporte. La Guadeloupe est un petit archipel, donc c'est pas aussi, on va dire, fourni que si... moi j'ai eu la chance par exemple de travailler en hexagone, c'est différent en fait. Déjà, on peut travailler avec plus de personnes, voilà, c'est une autre façon de travailler. Les budgets sont plus conséquents également. Les budgets sont plus conséquents, voilà. Très bien. Voilà. Alors avec vous, j'aimerais surtout qu'on puisse discuter de comment oser se créer des opportunités, puisque c'est vrai que lorsqu'on regarde votre parcours, cette belle trajectoire, on a l'impression de par votre relationnel facile que c'est vraiment facile, que tout le monde peut le faire. Mais derrière, il y a un véritable réseau et puis une audace aussi que l'on vous connaît. Je me souviens... Alors, ça commence, je me souviens. Quand on était jeune. Oui. Bon, il y a 20 ans, donc c'est ça. Oui. Non mais c'est vrai, pour la petite histoire, je dois vous dire que je crois que j'ai connu Rebecca sur Skyblog. Ah oui. Donc ça date, donc j'invite les plus jeunes à aller chercher ce que c'était Skyblog. Mais d'ailleurs, Skyblog, c'est vraiment une période de ma vie qui a fait aussi que j'ai commencé à évoluer, c'est-à-dire que moi j'ai toujours été fan. Alors aujourd'hui on parle beaucoup d'Instagram, moi je suis très Instagrammeuse, n'est-ce pas? Oui. Mais c'est vrai qu'en fait pour celles qui ont notre âge, de notre génération, il y avait ce fameux Skyblog mais qui était beaucoup plus en plus journal intime. Tout à fait. Et moi j'ai découvert ça me permettait en plus d'avoir des connexions avec des gens de partout. Et puis je racontais effectivement mes journées. Alors à l'époque en plus je travaillais pour notre fameux quotidien très connu. Exactement. Et comme j'avais cette chance d'interviewer des artistes, des gens connus, donc de fait de relater mes journées, je me suis créé une communauté, c'était déjà ça à l'époque. Tout à fait. Et j'étais énormément suivie, les gens étaient juste... Voilà, les gens étaient émerveillés parce qu'en plus j'ai toujours eu cette facilité moi de pouvoir rentrer plus dans tout ce qui est coulisses, donc de montrer l'envers du décor et pas forcément ce qu'on voit tout le temps. Donc ça a été ça un peu mon plus, mais c'est vrai que la période Skyblog ça a été la grosse période où ah oui, c'était quelque chose. Ouais. J'aime bien le petit regard. C'était quelque chose. D'ailleurs, si on veut trouver des photos, parce qu'on m'a demandé des photos pour cette émission. Est-ce que c'est encore en ligne? Oui, c'est en ligne. C'est en ligne il faut que j'aille chercher mon Skyblog. Là, c'est chaud. C'est en ligne et c'est assez marrant parce que moi, je m'amuse souvent à aller des fois à regarder, donc, parce que je suis quelqu'un d'assez nostalgique quand même. Ouais. Et je retrouve des photos, je me dis, ah ouais, j'ai fait ça aussi. Ah, j'ai rencontré un tel. Ah ouais, ok. Ah oui, mais d'ailleurs, en parlant des rencontres, vous m'avez parlé, Rebecca, justement, d'une superbe rencontre qui vous a aidé à créer des opportunités, celle qui vous a conduite à être chroniqueuse à Guadeloupe Première. Ouais. Alors, je crois qu'il y a une histoire de Facebook et de Lionel Richie aussi dans l'histoire. Racontez-nous ça. Alors, la fameuse histoire, donc, moi j'étais déjà beaucoup ancré effectivement dans le milieu de l'événementiel. Bon, j'avais déjà en plus un parcours, parce que mes débuts en radio, mes débuts dans la presse, en télé, je crois que j'ai fait tous les médias de Guadeloupe. Il n'y en a pas que j'ai pas fait. J'étais déjà très ancrée dans l'événementiel. Je bossais beaucoup sur des régies ou à d'autres postes, sur de gros concerts qui avaient lieu en Guadeloupe. Et il y a ce fameux appel que je reçois, je peux nommer, de Rudy Vardarassa, qui travaillait à l'époque pour la mairie de Bémao. Et Lionel Richie était en tournée aux Antilles. Et il arrivait de Martinique en jet privé. Et en fait, Rudy m'a appelé pour me dire il faut absolument que tu viennes avec nous faire la descente d'avion. L'arrivée de Lionel Richie à la Pôle Caraïbe. Et qu'en fait, à l'époque, comme mon Facebook était, voilà, du coup c'était la suite du Skyblog, était très suivi, j'avais toujours ces petites anecdotes, je montrais aussi mon quotidien. C'était les tout débuts de Facebook, ouais. Ouais, je crois qu'on est dans les années 2000, on est en 2005 à peu près, 2004, 2005. Et effectivement, je fais cette fameuse photo je suis la première à faire la fameuse photo de Lionel Richie qui descend de son jet privé, que je publie tout de suite sur Facebook. Et là, boum, boum. D'ailleurs, d'autres médias ont appelé pour dire pourquoi nous, on n'a pas eu la photo avant et tout ça. Et en fait, c'est ce qui fait que je suis après convoquée à Guadeloupe Première. Mais je crois qu'on n'était même pas à Guadeloupe Première, on était encore sur du... Je crois que c'est RFO, toujours la première. C'était la première, enfin, on basculait sur la TNT. Et donc je suis convoquée et là Angèle Etienne me dit écoute, je t'ai appelé parce que moi quand j'ai vu cette photo je me suis dit mais attends, la fille elle est partout. Elle est la première, elle a les scoops.
On n'est pas, voilà, on est très franc. On veut que tu fasses la même chose chez nous. Donc voilà, on a une émission qui commence avec Jean-Charles Martyr-Fall. Et tu seras une des chroniqueuses, tu seras la chroniqueuse people de cette émission. Et on veut que ce que tu fais sur Facebook, que tu le fasses chez nous. Et c'est comme ça que je suis devenue d'ailleurs Queen of the Night. Et c'était l'époque des cheveux roses et tout ça. C'était l'époque des crêtes roses, des cheveux, voilà, des coupes très, voilà, des coupes. Ben en fait, c'est oui, parce qu'en plus moi je suis passée, en plus dans cette fameuse carrière, je suis passée aussi par un changement aussi moi-même. Oui, il y a une transformation. Ouais, il y a eu une transformation. Oui. Parce que j'ai été très garçon manqué, j'avais des mèches, j'avais les cheveux longs, tout ça. Et puis un jour, effectivement, j'ai dit allez, on coupe tout, voilà. Et en fait, c'est vraiment la première coupe de cheveux qui fait qu'en plus je change de look et que voilà, on va dire que je deviens femme. En tout cas, c'est une très belle transformation. Et vous êtes aussi passé par la radio, notamment la matinale d'énergie. Ouais. Qui sont celles et ceux qui ont participé à créer cette belle opportunité? C'est ça quand Enfin, la question c'est comment oser se créer des opportunités. Oui. En fait, moi ma chance c'est que je saisis en fait les mains qui nous sont tendues mais c'est toujours fait du hasard ou pas. Hein. On dit qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, mais chaque fois c'est des rencontres. Alors beaucoup de bouche à oreille par rapport à moi parce que c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui on veut un numéro de téléphone d'un artiste, on appelle Rebecca, n'est-ce pas? On veut le bon plan pour savoir ce qui se passe dans le milieu musical, on appelle Rebecca. On veut l'info, on veut Cleveland Rebecca. Pour son brunch anniversaire, on appelle Rebecca. Et en fait, oui, énergie, pour anecdote, c'est Michel Salbeau qui m'appelle un jour, qui me dit qu'il voudrait qu'une jeune femme, enfin qu'il y ait une femme qui soit en binôme avec Yasser à l'époque pour relancer les matinales d'énergie. Donc je crois c'était un jeudi, il fallait prendre l'antenne le lundi, il n'y avait pas d'équipe, j'ai besoin de quelqu'un, conseille-moi quelqu'un. Et il me rappelle 10 minutes après, il me dit mais en fait, pourquoi tu me conseiller quelqu'un? Mais en fait, tu sais peut-être pas faire de radio, mais en tout cas, tu connais tout le monde, je pense que tu es à l'aise, voilà, tu t'exprimes. Et essaye de venir faire le casting, on t'attend demain, viens et tout. Donc, je rencontre à l'époque le directeur, M. Jean-Christophe Martinez, qui vient de Martinique. Et puis, finalement, on m'apprend, est-ce que tu es prête? Dès lundi, tu es en direct, 5h, 9h. Baptême du feu. Voilà, baptême du feu, et tout va très vite, en fait. Et c'est là, alors, à l'époque, c'est assez marrant, parce qu'à l'époque, on n'avait pas les réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, c'est facile, même nous, on fait nos émissions, on publie sur Instagram, et puis le lendemain, il y a des retours. Au début, moi, les gens me reconnaissaient juste par ma voix. Ça m'est déjà arrivé d'être au restaurant de rire, et que les gens se retournent et disent, mais c'est pas Rebecca des matinales. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, il y a une population, enfin la population de Antillaise se lève tôt. Tout à fait. En plus, nous, on avait, Énergie, c'est un auditoire très jeune. Donc à l'époque, moi, je me souviens, en plus, j'avais tous les élèves de tous les transports scolaires qui écoutaient dans le bus, d'ailleurs, qui des fois... Je confirme. Je me faisais des fois disputer même par les chauffeurs. Vraiment, les chauffeurs appelaient pour dire non, il faut arrêter, vous faites les gars, faire n'importe quoi dans le bus le matin et tout. Et puis, alors, le premier truc, c'est en plus, on est dans les débuts d'un peu d'Internet, enfin, dans les débuts, en tout cas, dans l'essor d'Internet. Et puis, je me souviens que par contre, le jour où on met nos photos, les photos des animateurs, là, je commençais à plus pouvoir sortir parce que c'est mais c'est elle, voilà, on a son visage et tout. Et c'est une belle expérience. Hein. D'ailleurs, c'était ma première fiche de paye. Donc, c'est là que je me suis dit, tiens, je peux faire quelque chose de passionnant. Et en même temps gagner ma vie et puis c'est une fierté en fait. Très bien, justement je vois Cindy qui regarde tout sourire parce que c'est Madame Passion Boulot quand on vous dit faire de son travail sa passion. Une passion vraiment. Alors après c'est ça et puis après les opportunités elles se créent. Alors, il y a une chose que j'oublie encore des fois de mentionner, c'est pour ça que des fois je vais regarder un peu ce que j'ai fait, les souvenirs Facebook, les souvenirs Skyblog, parce que j'ai fait tellement de choses, les choses sont tellement enchaînées parce que du coup même en étant à Énergie, donc voilà 5h, 9h en direct, voilà, et puis une façon... c'est un boulot quand même parce qu'il faut se lever le matin à 3h. Mais justement, alors c'est du boulot. Chaque jour une matinale comme ça, tenir pendant 3 ans. Il faut se lever à 3h, il faut être là à 4h15. Il faut préparer les chroniques. Alors même le fait qu'on faisait des bêtises, on faisait des fois moi je faisais des fois des boulangers faire demi-tour sur leur chemin pour venir me livrer le petit déjeuner à l'antenne, enfin des trucs, voilà.
Et puis l'opportunité, c'est comme c'est le même groupe que la fameuse grande radio de chez nous, notre tranche info était assurée à l'époque par Jacques Canval, qui un jour me dit... Cette mag. Voilà, qui un jour me dit, mais tu parles bien, tu connais tous les artistes, tu connais tout le monde, est-ce que ça t'intéresse de récupérer les pages culture à l'époque 7 mag qui est devenue une nouvelle semaine. Et puis c'est là voilà, comment tout évolue, parce que... mais c'est toujours ça, des mains tendues. Hein. Donc à un moment, je faisais effectivement et Énergie et 7 mag en même temps, avec tout ce que je faisais à côté dans l'événementiel. Après, Énergie, ça m'amusait plus trop, je trouvais ça trop, voilà. Puis la fatigue aussi. La fatigue aussi, beaucoup, la fatigue. En plus, j'étais jeune maman. Entre-temps, oui, parce que c'était 2000, 2001, 2002 à peu près. J'ai eu mon fils en 99. Et puis après, voilà, tout s'enclenche. Après, il y a France Antilles pendant presque 8 ans, que je fais en 2 parties. Puis, je crois que j'ai fait vraiment, j'ai fait la Guadeloupe. Je crois vraiment que j'ai fait, et j'ai fait Canal 10. D'ailleurs, j'ai commencé par Canal 10 en fait. Avec Roseur Jimmy. Voilà, exactement. J'ai fait tous les médias. Encore dernièrement, j'ai fait Belle Radio. J'étais venue de Paris pour assurer. Je me souviens. Je pensais que vous étiez en vacances, mais non, j'entendais la j'étais fille venue dans la travailler radio. 3 mois. On m'avait appelé de Paris pour venir effectivement assurer la tranche horaire de 16-18 heures. Sur Belle Radio en 2018, et je reviens donc en Guadeloupe en décembre 2020, et monsieur Mario Moradel. On le regarde, parce que c'est notre coproducteur qui est juste derrière la caméra. Qui a suivi de façon mon parcours, qui me connaît. Hein. On se croisait beaucoup sur les événements. Et puis, en tant qu'homme de médias, il connaissait mon parcours. Puis, il y a une amitié qui s'est liée. Et qui me dit, écoute, t'es revenu au pays, tu vas pas rester là à rien faire. Allons faire une émission dans ce que tu sais faire. Et il a le flair pour ce genre de choses. Il a eu le flair. Et puis voilà. Et puis, Before by Rebecca est né. Alors c'est assez troublant, parce que c'est vrai que je viens de faire 8 ans à Paris, et 8 ans où je faisais pas du tout de médias, mais comme j'étais dans les activités de relations presse, donc j'étais quand même, donc j'emmenais le réseau est resté. Le réseau est resté. Je crois qu'ici, il y a eu un gros écho, parce que chaque artiste de Guadeloupe ou de Martinique qui venait à Paris, j'assurais en général les relations presse. J'ai travaillé sur des gros événements. Un des plus gros événements, c'est le Bercy d'Admiralty. Oui. J'ai quand même un peu géré la com de cet événement. Rien que ça. Et puis voilà, et puis Before by Rebecca se crée. Moi, je tiens symboliquement à interviewer comme premier artiste Jean-Michel Rotin, parce que c'est un ami. Alors justement, avant de venir sur ces artistes qui sont interviewés, parlez-nous du concept Before by Rebecca. Je ne sais pas s'il y a un concept. Non, mais parce qu'en fait, c'est vrai que on peut parler d'un parcours. Alors effectivement, moi j'ai dû refaire il n'y a pas longtemps ma biographie. Je ne savais pas trop quoi écrire. Alors bien sûr, ce qui revient, c'est parcours atypique. J'ai encore des gens qui me demandent, mais tu fais quoi exactement de ta vie? Moi, je suis très à l'aise avec ça, et j'ai toujours été très à l'aise. Parce que d'ailleurs, si on regarde les gens connus aux États-Unis, les gens qui sont nos modèles, qu'on admire, c'est des gens qui sont chanteurs, acteurs, qui touchent à tout. Et il n'y a pas de problème. Nous, on a du mal, il faut toujours mettre une étiquette. On aurait besoin que je sois que attaché de presse, que chargé de com, mais non. Même quand je faisais des relations presse à Paris sur les événements, en fait, souvent je m'amusais à dire, mais en fait, je ne fais pas que les relations presse, parce que je faisais aussi beaucoup de direction de production. Et puis moi, je suis très à l'aise. Alors les gens des fois comprennent pas, mais je suis très à l'aise. Donc, pour revenir sur le concept de Before by Rebecca, non, mais en fait, c'est utiliser un peu effectivement donc, mon expertise dans ce milieu musical. Aujourd'hui, effectivement, Rebecca Marival, parce que souvent c'est ça, quand je dis quelqu'un, on va dire ah Rebecca, si tu rajoutes pas Marival derrière, ils verront pas qui c'est. Mais dès que tu dis Rebecca Marival, tout de suite, ça fait tilt. Oui. Donc le concept est très simple, c'est pour moi, c'est une continuité un peu de ce que je faisais dans l'émission En attendant l'info sur Guadeloupe Première, où effectivement j'allais avec un caméraman dans les coulisses des événements et que j'interviewais les artistes et les people, entre guillemets. Et là, c'est un peu ça, c'est donner la parole aux artistes. Alors après, j'avoue que l'émission n'a pas évolué vraiment comme elle aurait dû évoluer, si on peut parler comme ça. Vous aimeriez faire quoi avec Before by Rebecca? Déjà, voir cette émission grandir, mais en fait, c'est que je suis tellement étonnée déjà des retours et du succès de l'émission, en fait, tout simplement, parce que déjà, moi, j'apprends beaucoup, alors que c'est pour les gens que je reçois, ce sont tous les gens avec qui j'ai travaillé ou que je connais très bien. Et je me rends compte que moi-même, j'apprends encore. On est beaucoup sur un parcours, donc encore une fois, les gens découvrent comment une chanson s'est créée, comment l'artiste est né, pourquoi, quelles sont eux-mêmes ses rencontres.
Alors au début, on s'était dit qu'on faisait ça surtout effectivement pour montrer ce qui se ferait en backstage. Mais en fait, moi, ça me plaît, c'était ce qu'on fait là, voilà, un talk show vraiment ouvert et où le public redécouvre toutes ces stars qui ont bercé. Alors, c'est devenu une émission, on va dire peut-être rétro. Mais rétro, ça veut dire quoi? Et en même temps, comme je dis, c'est aussi, moi, ma chance, c'est d'être sur 2 générations. Mais en même temps, l'émission, elle est aussi à l'image de mon évolution, en fait. Aujourd'hui, effectivement, les gens que j'interviewe, c'est des gens que moi j'ai connus il y a 20 ans, que j'ai vu débuter pour beaucoup, avec qui j'ai travaillé. Et justement, vous avez cette facilité de découvrir des talents avant leur réussite et de leur offrir une plateforme pour qu'ils puissent s'exprimer. Qu'est-ce qui fait, selon vous, la recette d'un bon artiste? La recette d'un bon artiste, moi dans tout ce que je dis, bien sûr on dit souvent que le travail, d'ailleurs quand on écoute attentivement les différents artistes que je reçois, parce que alors il y a ce truc qui revient souvent, c'est ah ouais mais tu fais beaucoup d'artistes de zouk, mais avec un air un peu zouk. Et moi je défends à fond, c'est ça, c'est mon truc, moi je défends ce qui est de chez moi. J'ai envie de prouver aux gens que voilà, c'est une culture, c'est une autre culture. La preuve, quand les gens écoutent les interviews, il y a des souvenirs, il y a des choses. J'ai envie de dire aux gens qu'il y a l'artiste, mais que derrière il y a une équipe qui travaille. J'aurais aimé qu'une industrie musicale soit beaucoup mieux développée, mieux structurée, mais bon, en tout cas il y a quand même un truc qui existe. Donc, ce qui fait un bon artiste, c'est déjà son talent, c'est j'ai envie de dire son acharnement, voilà, parce que des fois il y a des artistes qui peuvent faire un titre, un succès et puis on ne voit plus, mais pour ceux qui sont là encore passionnés, qui travaillent, et puis c'est cet esprit effectivement de travailler avec une équipe, parce que quand je dis équipe, ça veut dire qu'il y a un manager, il y a un producteur, il y a un distributeur, il y a les bookers, il y a les producteurs de spectacles qui après permettent que l'artiste soit sur scène, et c'est toute une machine. Donc un bon artiste pour moi c'est quelqu'un qui croit en lui, qui croit en sa musique, en son art, et voilà. Et moi je reste qui est passionné. Moi je reste, d'ailleurs c'est ce qui fait pour moi à mon sens que je suis encore là, même s'il y a eu des fois il y a eu des remous, et puis il y a des fois on n'a pas envie, on se dit bon c'est un milieu justement assez aléatoire, on le voit aujourd'hui avec la crise où on ne sait pas trop où on va, on est découragé, mais ce qui nous tient c'est effectivement cette passion, et puis et ça reste un univers très riche en fait. Tout à fait. Et puis c'est les rencontres et l'échange. De belles rencontres, des rencontres qui nous marquent également. D'ailleurs, je crois que la dernière interview de Feu Jacob Desvarieux, c'est vous qui l'avez faite à Bifort. Ouais. Et là encore, il y a une histoire, c'est-à-dire que, comme je dis, j'ai cette chance d'être très amie avec beaucoup de gens. Alors, c'est assez marrant parce que quand les gens des fois font des retours, ils me disent ah ouais, tu aimes les artistes, ah ouais, mais oui, bien sûr, je pense que si j'avais pas aimé ce milieu artistique, ou si j'avais pas aimé l'artiste en lui-même, mais par rapport à ce qu'il propose, à ce que j'ai envie de dire, ce que provoque justement la musique chez tout un chacun, je pense que j'aurais pas pu être encore là. Et puis c'est vrai qu'avec Jacob, on était très amis en fait. Donc c'est vrai que j'ai cette chance dans Before by Rebecca, comme je l'avais sur d'autres médias, c'est qu'en fait Axel, tu vas appeler un artiste, l'artiste va te dire ouais bof. En général, moi quand je dis bon viens me voir, c'est facile, on ne peut pas refuser, mais après c'est parce qu'il y a aussi une confiance, les gens connaissent. Dans Before by Rebecca, c'est beaucoup de gens que j'ai eu l'occasion d'interviewer déjà dans d'autres médias, ou des gens avec qui j'ai travaillé et avec qui je suis devenue amie. Donc c'est que vous avez repéré aussi. Pour beaucoup que j'ai repéré. Donc, alors il y a encore des petites méfiances, parce que des fois on se dit ouais mais Rebecca elle est directe, elle me connaît trop, elle va sortir des trucs que j'ai pas envie de dire. Et en fait on se rend compte que les gens après ils sont très heureux. Moi je reçois des messages encore même d'artistes qui sont passés, qui m'envoient, mais qui sont éberlués par les retours qu'ils ont de leurs proches ou du public quand ils sont dans la rue. Je le dis, beaucoup de médias d'ailleurs appellent après les artistes une fois qu'ils sont passés ici sur Éclair. Mais parce que je crois que c'est le naturel, c'est l'authenticité. C'est vrai que moi je fais pas une interview non plus pour sortir un scoop. J'ai envie que la personne soit à l'aise. Je sais que Jean-Michel m'a dit que lui il avait beaucoup aimé, parce que d'ailleurs il trouvait que c'était un truc très à l'américaine en fait, où aux États-Unis on les voit
tous les grands animateurs télé qui animent des grands talk shows, ils sont amis avec la personne qu'ils invitent et c'est très fluide. Et elle a la bienveillance. Elle a la bienveillance et puis le public découvre plein de choses et puis on se dit ouais, c'est pas que strass, paillettes et puis voilà, c'est derrière le divertissement, il y a quand même des choses assez carrées quoi. Mais justement, tout ce divertissement, cette industrie, même si elle est encore au stade proto-industrie chez nous, quand même a souffert de 2 ans de Covid. Alors, oui, justement, après ces 2 ans de pandémie, en tant qu'insider, quel regard portez-vous sur l'industrie culturelle, événementielle en Guadeloupe, dans la Caraïbe en général? Quand on est à fond dedans, et c'est vrai que moi je suis quelqu'un, comme on dit, comme j'ai plusieurs casquettes et que je fais beaucoup de choses, c'est vrai que déjà là je me sens un peu moins active. C'est pour ça que l'émission d'ailleurs, Before by Rebecca, me tient, parce que chaque vendredi je suis très heureuse de recevoir un artiste et de discuter, d'échanger et puis de continuer à faire mon métier. Parce que tout ce qui est partie événementielle, c'est assez mort. J'aurais dû lancer là, des concepts avant le nouveau couvre-feu. Le pass vaccinal qui va être mis en vigueur et en train de compliquer les choses. Parce qu'effectivement, comme je dis, c'est un métier où je ne suis pas seule en fait. C'est ça qu'on travaille avec des propriétaires de lieux, avec des producteurs et tout. Et tout le monde est un peu découragé. Parce que, par exemple, dans l'événementiel, accueillir un public et devoir fermer ses portes à 18h ou même 20h, c'est pas possible en fait. Donc certains essaient de jongler, de faire des animations un peu plus tôt, mais qui dit tôt dit que les gens aussi ont une façon aujourd'hui de consommer tout ce qui est loisir d'une autre façon. Mais c'est pas évident de dire à quelqu'un lambda qui travaille par exemple, finalement le concert on va le mettre à 16h30, il y a des gens qui ont une vie de famille, qui travaillent. Donc ouais, c'est compliqué et je suis assez paniquée quand même par rapport au 7 mars où il y a à la fois à la fois un peu inquiète, mais assez satisfaite de voir que quand même dans ce milieu-là, on est enfin compris qu'il fallait se mettre ensemble pour se faire entendre. On peut parler de Syndipro et de d'autres organismes qui se sont montés pour aider les artistes et pour que même tous ces gens de l'événementiel soient beaucoup plus confiants et comprennent que ils sont pas seuls dans le truc et que de toute façon pour moi c'est l'union qui fait la force, ça a toujours été ça. Donc on attend. Mais les projets, en attendant, on les écrit, on les pense. On se dit de toute façon qu'il va bien falloir à un moment sortir la tête de l'eau. Et il faut aussi que les gens comprennent effectivement que c'est un métier, ce sont des métiers, que ça nourrit des familles, que des gens aujourd'hui se retrouvent sans le sou. C'est important de le dire. Ouais. Se retrouvent sans le sou. Le moral, comme pour tout le monde, prend un coup parce que en plus on se rend compte que on a envie de faire, mais après on est découragé, donc il faut quand même tenir le cap parce qu'on se dit on espère qu'un jour tout va rentrer dans l'ordre et qu'on pourra recommencer à travailler simplement. On espère. Rebecca, Marival, il y aurait tellement de choses à dire avec vous. On refera une émission ensemble. Oui, il faudrait. Et je pense qu'il faudrait faire un documentaire. Ce serait pas mal. Et en attendant aussi la Rebecca Marival Academy, je pense qu'il y aurait des choses intéressantes à faire. Mais en attendant cette académie que j'appelle de mes voeux, Rebecca. D'accord, encore un projet à écrire, ok, pas de problème. J'aimerais, avant de se quitter, que vous puissiez donner quelques conseils à celles et ceux qui souhaiteraient se lancer dans le milieu de l'événementiel et de la culture également. Pas forcément suivre mon parcours. Alors c'est assez comique parce que moi j'ai eu à parler à des collégiens ou je suis pas très fan de séminaires. Souvent on me dit viens, tu vas donner mais parce que j'estime que moi j'ai un parcours très personnel, très atypique, qui est très à moi. J'ai ma façon de travailler, ma façon d'être, et parce qu'il faut jongler entre sa vie d'entrepreneur, sa vie de femme, sa vie de maman, tout ça. Il faut équilibrer les choses. Il faut équilibrer les choses. Donc moi je le dis pas comme ça vraiment, mais je suis assez autodidacte aussi parce qu'il faut savoir qu'à part mon parcours littéraire, par le fait que je sois quelqu'un qui lit énormément, qui a toujours été intéressé par tout ce qui était communication. J'ai un parcours atypique, mais on se rend compte que vu comment justement les choses deviennent difficiles, il faut juste être passionné, travailler, faire le maximum d'études pour ceux qui aiment faire les études,
parce que bon, ça compte, on va pas quand même dire, parce que souvent on dit ouais, mais bon, passer un master ou pas, ça sert à rien, parce que même quand on a un master, on n'arrive pas à gagner sa vie. Non, allez-y, mais si, enfin, c'est pas faire ce métier pour se dire ça va être facile, c'est bon, machin. Non, il faut vraiment, une fois qu'on est dedans, c'est y croire et travailler, et puis surtout pas lâcher, parce qu'il y a souvent, on n'a plus envie, on est découragé, c'est dur. Surtout dans ce milieu. Parce que c'est dur aussi, hein, c'est dur, et puis quand on est une femme, une jeune femme, c'est pas facile, parce qu'on travaille avec beaucoup plus d'hommes, il y a le regard des autres, et puis avec les femmes, les gens, même les femmes sont très. Vous avez senti ce poids-là? Oui. Alors ça a changé aujourd'hui, les choses ont changé, le monde a évolué, la société a évolué, les réseaux sociaux aident. C'est vrai que moi j'ai cette chance, les gens me suivent beaucoup, surtout sur Instagram, et puis les gens adorent quand je mets mes photos, les gens adorent voir que je fais de belles rencontres, ils aiment mes interviews, voilà, ce côté relationnel facile que j'ai. Mais il y a quand même des fois des petits pics, par exemple, tu vois, une dernière anecdote de Before by Rebecca, c'est une dame qui appelle à Éclair juste pour juger que j'avais une robe pas adaptée à ma forte poitrine. Donc là, on se dit, on n'est même pas jugé sur son travail, on est jugé parce que la robe que j'ai mise il y a 2 semaines n'a pas pu à une certaine dame qui s'est permise d'appeler. Donc on le prend bien, mais ça veut dire qu'on se dit que les gens ont un regard, même pas vraiment sur ce qu'on fait et sur ce qu'on propose, mais sur le visuel, sur les a priori aussi. Oui, c'est malheureusement le revers de la médaille dans ce genre de métier quand on est exposé. Je vois Cindy Bajazé et les autres qui... Je sens qu'elles ont des choses à vous dire. Mais non, parce que c'est vrai, tu sais, dernièrement, quelqu'un du milieu me parlait et me faisait comprendre que ouais, bon, toi t'es une super nana, on sait que tu vois là, tu es passionnée, t'as du bagou, tu sais faire, il n'y a plus rien à redire, même s'il peut y avoir des fois des manquements sur ton parcours et sur le travail que tu fournis. Mais en tout cas, on m'a un peu fait comprendre, ouais, mais ton côté un peu femme trop indépendante, working girl. Ça, je crois qu'il faut une série d'émissions pour ça. Mais je suis arrivée aussi, comme je dis, quand je dis qu'il ne faut pas lâcher, il faut être passionné, si on veut vraiment faire ce métier, être dans ces milieux de la communication, des médias, de l'événementiel, il ne faut rien lâcher. C'est parce qu'effectivement, ouais, quand on est une femme. Puis même, nous, on a une culture aussi antillaise où enfin, moi, je suis de ces familles où à un moment, la famille te dit, mais c'est pas un métier, tu vas pas gagner ta vie, va passer un concours. Ben justement, ce que j'aime dans la fonction publique. Ce que j'aime dans vos partages sur les réseaux sociaux, on va par-delà ce côté strass et paillettes et on vous voit au travail. Mais qui n'est pas forcément. Alors, je le dis, mais c'est pas un reproche. Par exemple, je sais que. Aujourd'hui, ça a été encore confirmé la semaine dernière, je vais être très suivie en Haïti, en Martinique, en Guyane, mais vraiment. En Guadeloupe, il y a un truc qui dérange. Alors je ne sais pas si c'est la peur où les gens se disent elle y va trop fort et puis nous on aurait aimé oser être comme elle aussi libre dans sa tête, même si des fois il ne faut pas croire être libre. C'est du travail. Il y a des inconvénients. C'est pas tout le temps qu'on a envie d'être forcément considéré comme quelqu'un d'insouciant, voilà, parce que il faut l'être, il faut en même temps aussi être carré, mais être une jeune femme, c'est compliqué. Et après, moi, je l'ai vraiment vécu à différentes étapes, parce qu'aujourd'hui, quand j'ai commencé, j'avais 20 ans, j'ai été jeune maman, après j'ai eu mon fils, il y a eu les 30 ans, comme je dis, on se pose des questions aussi en tant que femme. Bien sûr. Et puis maintenant, il y a les 40 ans passés. Alors, il y a moins de... Il y a un lâcher-prise, parce que bon, voilà, il y a l'expérience. Ouais. Donc on est moins heurté par les... Et puis de toute façon, comme je dis, moi je prends beaucoup aussi tout ce qui est positif. C'est-à-dire que quelqu'un qui va dire j'aime pas ce qu'elle fait ou j'aime pas son tempérament, je reçois tellement d'amour en retour en même temps. Quand aujourd'hui je sors, les gens sont tellement... voilà. Bon, en tout cas, ça explique votre présence aussi sur le plateau des experts au féminin. Je vous remercie. Et on a été vraiment ravis de vous avoir. Et comme on dit, c'est d'ailleurs parole qui nie parole. Mais malheureusement, il nous faut continuer le programme. On vous invitera encore une fois, Rebecca. Et on retiendra surtout que pour oser se créer des opportunités, premièrement, il faut être passionné, comme nous le dit souvent Cindy. Et puis entretenir son réseau et oser sortir de sa zone de confort également. Ça, on l'a retenu du parcours de Rebecca. Et travailler. Très, très important.
Alors, mesdames, je vous ai vu toutes oui en écoutant Rebecca. Je vois surtout Cindy qui. Je crois qu'on a fait un vrai cadeau à Cindy ce soir. On se suit sur Instagram. Donc, Il y a 15 jours, mais c'est comme si c'était hier, quoi. C'est un vrai bonheur de la voir sur le plateau aujourd'hui. Je la suis depuis le début sur Insta. Je l'ai suivie alors qu'elle était encore en métropole. J'ai suivi le retour en Guadeloupe. Et puis je me retrouve dans ses propos. C'est incroyable. Elle a une forte personnalité, donc je pense que ça se ressent. Je me retrouve un peu dedans quand elle parle aussi de femmes indépendantes, de femmes fortes. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui fait les choses comme elle a envie de les faire. Et effectivement, quand on passe la barre des 40 ans, pour le vivre, on prend beaucoup plus de recul vis-à-vis des situations. Et c'est vrai qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est pas possible, sinon on n'aurait pas de personnalité. Donc à partir du moment où on est à l'aise avec ça, c'est très bien. Mais en tout cas, il faut continuer. Moi, je suis fan. Mesdames, vous reconnaissez dans certaines parties du parcours et des propos de Rebecca, Maëlle? Eh bien, tout à fait. Bien entendu, je suis Rebecca au travers de d'autres pages, APR notamment, puisqu'on avait fait un projet pour Tokyo et elle repartageait beaucoup ce qu'on faisait. Et c'est comme ça que j'ai découvert son univers d'ailleurs. C'est sur cette page que j'animais. Et en tant que responsable de communication, entre autres, forcément, je me reconnais sur les sacrifices, les efforts qu'il faut faire en tant que femme dans la communication, qui est un milieu super difficile. Et j'ai fait aussi des relations presse et c'est vrai que le réseau, on ne va jamais suffisamment le dire, mais c'est super important. Moi, je suis spécialisée dans tout ce qui est sport et c'est vrai que mes confrères dans les rédactions sportives communiquent systématiquement ce que je fais parce qu'il y a ce lien de confiance et qu'il y a cette proximité depuis des années qui est établie, qui fait que je n'ai aucun mal à placer des portraits de champions, etc. Mais sans ce travail de proximité, je pense qu'il y a énormément de choses qui auraient été beaucoup plus compliquées. Et moi, j'ai beaucoup apprécié quand tu en parlais, Rebecca, parce que très souvent, on voit notre facilité, notre aisance à mettre en place certains projets sans comprendre que finalement, derrière, il y a vraiment une part de soi avant tout, puisque répondre à 21h30, 22h30 parce que le France Antilles doit sortir le lendemain matin, je pense que c'est une part de soi avant tout. Et peu de jeunes le comprennent, mais c'est vraiment un métier en fait. Si on n'a pas du cœur, de l'âme derrière, eh ben, il ne faut pas y aller. Voilà. Et j'insisterai même en disant que quand un chargé de communication ou un professionnel de la com vous dit ça fait tant, eh ben, ça se paye aussi. Parce qu'il y a tout ce backstage-là qu'on ne voit pas, Joël qui acquiesce également. Mais bien sûr. Moi, il y a deux éléments que j'ai retenus chez Rebecca et que j'apprécie particulièrement. C'est le côté touche à tout. En France, on aime les cases, on aime les étiquettes. Et comme elle, moi je suis très à l'aise avec le fait que je sois journaliste, que je sois prof, que je sois communicante. Moi j'aime toutes ces casquettes. Et c'est la passion en fait qui nourrit tout cela. Les gens se disent oui mais pourquoi, comment, on ne comprend pas. Mais en fait on est passionné, donc on fait. Et deuxième chose, le côté se créer des opportunités, l'audace qui était dans vos discussions tout à l'heure. Pour se créer des opportunités, il faut déjà faire. Ne pas attendre forcément qu'on vous tende la main. Pour qu'on vous tende la main, il faut que vous ayez une vitrine. En ayant déjà fait des choses que vous pouvez partager sur les réseaux sociaux, sur vos plateformes personnelles, on saura de quoi vous êtes capable. Et on pourra venir vers vous. Très bien. Bon, en tout cas, sur ces bons mots de Joël, on remercie encore une fois Rebecca, qu'on reverra. Alors, tu as vu le vous, le tu. Oui, il faut faire preuve quand même. Mais c'est ce que je disais, à l'américaine, on se tutoie, on se connaît, il n'y a pas de... faut rien cacher au public. Il faut rien cacher au public. Alors, c'est vrai, chers téléspectateurs, vous l'avez compris, ça fait des années que Rebecca et moi, on se suit, on se côtoie de près, de loin. C'est quelqu'un que je respecte énormément et j'ai été vraiment ravie de pouvoir discuter de son parcours, en tout cas d'un bout de son parcours avec vous ce soir. Et on se retrouve pour la deuxième partie en accueillant Amanda. À tout de suite.
Nous sommes de retour sur le plateau des experts au féminin et comme d'habitude pour cette seconde partie, nous accueillons Amanda. Bonsoir Amanda. Bonsoir. Vous êtes notre dénicheuse de tendances sur les réseaux sociaux et aussi IRL. Ce soir, de quoi allez-vous nous parler? On continuera à titiller les opportunités avec Monsieur Bambert. Très bien. Et vous Maëlle? Ce soir, nous allons commencer le premier volet sur la formation professionnelle et notamment à destination de mon public préféré, les porteurs de projets. Alors Joël, on sait déjà qu'on va se régaler avec vous, mais où allez-vous nous emmener? Alors, ce soir, nous partons dans une pâtisserie qui s'appelle Les Belles Envies, qui propose des pâtisseries belles, bonnes et avec moins de sucre. Ah, très bien, tout un programme. Cindy, je crois que vous allez nous emmener à la découverte d'une autre Axel ce soir. Exactement, une femme passionnée. On continue en fait dans cette thématique de passion. Une femme qui franchement m'a émue jusqu'aux larmes lors de la préparation de l'émission. C'est un petit bout de femme, toute discrète, mais qui a tellement de choses à son actif puisqu'elle a plusieurs casquettes. Et elle est blindée de talent et elle est aussi formée comme j'aime puisqu'elle a fréquenté les plus grandes écoles de son domaine. On va parler d'Axel Saint-Silly, elle va nous parler de son métier entre autres parce qu'elle a plusieurs casquettes de wedding planner. Très bien, alors nous allons partir à la découverte d'Axel Saint-Silly avec ce reportage de Marius Mathieu. Je suis Axel Saint-Silly, designer d'espace, event et wedding planner et gérante d'une salle de réception qui s'appelle Destiny. Avant de me lancer dans ce secteur d'activité, j'étais collaboratrice d'architecte, donc en cabinet. Je faisais essentiellement de l'architecture d'intérieur. Ensuite, j'ai eu une sollicitation par la famille, sachant que j'étais très, très enthousiaste vis-à-vis de tout ce qui concerne la décoration événementielle. Et c'est comme ça que tout a commencé. Il a fallu que je me forme, bien entendu, puisque j'ai constaté une demande, un marché, une vraie volonté, un vrai besoin dans le secteur du wedding planner. C'était tout naturel pour moi de me former, de faire les formations adéquates pour pouvoir avoir un bagage suffisamment professionnel. S'en est suivi ensuite ma certification wedding planner, event planner et wedding designer. À cela, étant donné la demande et de manière à avoir toutes les cartes en main pour mener à bien un projet événementiel, notamment selon le cahier des charges d'un client, il me semblait essentiel de faire une formation également en art floral. Donc j'ai également un master en design floral. Au niveau de la formation wedding planner, donc il existe des instituts, on appelle ça des instituts, des écoles. La plupart d'entre elles sont payantes, où vous avez des formations courtes, soit au niveau du wedding planner tout court. Donc le wedding planner tout court, c'est quoi? C'est la personne qui est chargée de coordonner votre mariage de A à Z. Donc ça va vraiment de la recherche de lieux au traiteur et même parfois au niveau de la robe de mariée, de l'accompagnement coiffure, etc. Vous avez le volet design, event designer également, qui est pas mal. Ça, c'est pour les personnes un peu plus manuelles comme moi, donc pour la scénographie, pour l'art de la table, pour la présentation de salle, etc. Et vous avez d'autres volets sur l'event planning qui concerne vraiment la gestion du personnel, les prestataires de services et tout le bon fonctionnement et le déroulement de la manifestation. Ma mission est d'accompagner le client selon son cahier des charges, de prendre en considération toutes les doléances en fonction de leur budget, de leurs problématiques, de la diversité de leur choix. L'idée est d'apporter de la sérénité à la clientèle, de la tranquillité d'esprit en menant de A à Z leur événement, avec confiance, avec aisance. C'est un bien non négligeable de nos jours. Avoir recours à une wedding planner, une organisatrice d'événements, c'est vraiment une plus-value pour votre mariage et pour garder ce souvenir intact, sans couac. C'est là que prend toute la valeur de mon métier. Une vraie scénographie d'émotions et ensuite créée à travers tout le panel choisi par le client.
Alors, là, il y a de nombreuses demandes originales, puisque c'est très relatif, mais je dirais que quand j'ai commencé, il y a quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude, qui ne se faisait pas, c'est l'arrivée des bateaux des mariés en bateau, par voie maritime, où toute l'assistance était surprise par leur venue. Donc ça a été un événement un peu magique et inattendu lors de mes débuts. Mais je dirais que le souvenir le plus marquant a été la demande d'un couple qui venait d'Estonie, qui m'a sollicité pour un renouvellement de vœux. C'était le voyage d'une vie avec toute une famille. Et nous avons pu faire ce renouvellement de vœux et finir en leur proposant une balade en catamaran avec un bain de minuit, non loin de nos îlets phares. Et jusqu'à présent, nous sommes encore en contact. Donc, c'est pour vous dire qu'on a quand même le retour de personnes relativement éloignées. Et cela me fait très, très plaisir. Je conseillerais à toute jeune ou moins jeune qui voudrait entreprendre de se former. C'est la base. Se former, se faire accompagner autant que possible par les personnes adéquates, les organismes référencés. Frapper aux portes, poser des questions. Il existe tout type d'aide pour atteindre ses objectifs. Donc ce serait vraiment ça. Mais je serais d'avis à donner un conseil plus humble qui se résumerait en 3 mots. Et je dirais pour tout entrepreneur qui se lance, ce serait la vision, ce serait la ténacité et surtout l'humilité. C'est très important de garder les pieds sur terre, surtout dans le secteur de l'événementiel. Émerveillée en regardant Axelle Saint-Cylie. C'est une femme fantastique. Personnellement, je suis bluffée. C'est une femme passionnée. Quand elle parle, elle a des paillettes dans les yeux. Et je pense que tout autour de cette table, nous sommes unanimes. Moi, je la recommande à 100%. J'aimerais me marier cette année. Donc, juste pour ça. Juste pour faire appel à Axelle. Juste pour avoir les services. Exactement, non, franchement, et comme je l'ai dit, elle a fréquenté les plus grandes écoles et elle dit ce qu'on dit ici, toutes et depuis le début de cette émission, il faut se former, être entouré et puis faire appel aux entreprises qui pourront nous aider, même financièrement parlant, mais voilà, elle montre en fait, moi je pense que grâce à cette patte, elle a une patte particulière et quand on l'entend, on a envie, sincèrement, de tendre vers elle parce que c'est une personne justement qui a une carrière immense, quoi. Puis moi, je ne sais pas pour vous, mais quand je l'ai vue, quand je l'ai entendue parler, j'avais l'impression d'être dans un de ces films de Noël de chez Hallmark, vous savez, où il y a la wedding planner qui est toute gentille, toute douce et qui comprend tout le monde. Je sais pas, moi j'ai adoré. Exact. Elle a un truc très positif qu'elle dégage. Elle a un aura, franchement. Et puis ce qu'elle propose, je trouve que même visuellement, ça se démarque magnifique, de tout ce qui est proposé sur le marché. Ouais, c'est humble, elle a une humilité. Ce qu'elle propose, c'est sobre, c'est chic, c'est vraiment quelque chose de carré, de cadré. Et j'ai eu un immense plaisir de préparer cette émission avec elle et je suis contente de pouvoir en tout cas la mettre en lumière ce soir ici, puisque comme je l'ai dit auparavant, Axelle, c'est un petit bout de femme qui aime faire les choses discrètement, mais elle mérite d'être mise en lumière. Oui, d'ailleurs, on ne saurait que trop lui recommander de montrer encore plus ce qu'elle sait faire sur les réseaux sociaux. Et je pense que notre photographe officiel, Monsieur Charles Bas, pourrait lui convenir totalement. D'accord, Axelle. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Cindy, pour cette magnifique découverte. Et je crois que la transition, elle est toute trouvée pour aller discuter avec Maëlle, qui va nous parler de formation professionnelle et entrepreneuriat. Vous vous reconnaissez dans ce que Axelle Saint-Cylie a donné comme conseil, toujours se former? Exactement. Alors, pour ce mois-ci, comme je vous l'ai dit, notre chronique sera autour de la formation professionnelle. En tant qu'experte et responsable de centre de formation, il me tenait à cœur de mettre en valeur justement les atouts de la formation professionnelle pour adultes. Alors, quels sont-ils justement ces atouts?
Alors justement, c'est le fait de monter en compétence tout au long de sa vie. Avant, effectivement, lorsqu'on embrassait une carrière, très souvent les personnes stagnaient au même statut social. Il n'y avait pas d'évolution, en tout cas facile pour ces personnes, et donc du coup, aucune reconnaissance de leur tâche accomplie et même de leur évolution tacite. J'ai envie de dire que quand on commence en tant que secrétaire, on a naturellement de plus en plus de responsabilités quand on est performant, et il n'y avait pas cette formation qui pouvait permettre à cette secrétaire, notamment pour exemple, de devenir, pourquoi pas, assistante de direction. Et aujourd'hui, la formation tout au long de la vie permet et permettra à tout ceux qui le souhaitent de vraiment se dire ok, j'ai acquis des compétences mais je peux les faire reconnaître, et avec accord ou pas de son employeur, il est possible de se former puisqu'il y a maintenant plusieurs dispositifs mis en place, plusieurs types de formations qui permettent d'être disponibles en fonction de ces créneaux horaires. Alors justement, comment se former tout au long de la vie et comment solliciter ces dispositifs? Alors par exemple, il y a des formations courtes, donc des formations qualifiantes, ces formations qui peuvent se tenir sur 2-3 jours, parfois même le week-end, oui, puisqu'il y a des centres de formation qui proposent des formations le week-end, et donc en toute discrétion, vous avez la possibilité de monter en compétence sans que cela empiète sur votre temps de travail. Ensuite, il y a des formations que vous pouvez trouver en cours du soir, notamment au niveau de l'université. Donc c'est vrai que ça permet encore une fois de s'adapter à l'environnement professionnel. Ensuite, on peut passer sur une autre catégorie de formation, les titres professionnels. D'ailleurs, on en dispose à IRESA. Les titres professionnels ont pour particularité d'obtenir un bac plus 2, un niveau bac plus 2, un niveau bac plus 3, un temps relativement réduit, puisque effectivement les titres professionnels peuvent se tenir sur 6 mois, 9 mois, voire même 3 mois en vérité. Donc cela permet de coller véritablement à l'emploi de temps de quelqu'un qui est déjà engagé dans sa vie professionnelle. Exactement. Un entrepreneur notamment, mes chers amis entrepreneurs, on sait très bien que la plus grosse difficulté, c'est de se rendre disponible pour monter en compétences. Et là, quand vous vous orientez vers un titre professionnel, c'est réellement une montée en compétences significative, parce qu'on parle quand même de passer d'un niveau bac à un niveau bac plus 2 en un temps record, de passer un niveau bac plus 2 à un niveau bac plus 3 en temps record, tout en étant mobilisé que 3, 6, 9 mois ou voire 1 an sur une action de formation, là où si on faisait un parcours dit classique, universitaire, on serait réellement sur 2 ans de formation. Oui, parce que là on est en immersion totale. Exactement, ouais. Et on ne parle que du corps de métier. Quand on fait un titre professionnel, je vais nommer un cœur d'activité, responsable d'action commerciale ou responsable de petites et moyennes structures, on ne parle que de ce corps de métier. Et donc on va directement au but sans avoir parfois des compétences complémentaires qui sont intéressantes certes, mais qui ne sont pas forcément tout le temps ciblées sur le corps de métier. Et ça, c'est un avantage qui permet justement de diminuer le temps de formation tout en apportant une expertise de qualité, souvent avec des formateurs professionnels déjà dans leur milieu. Ça, c'est un vrai atout. C'est important. Voilà. Avec des stages qui permettent à ces personnes d'être vraiment en immersion directe et non pas d'avoir du théorique, mais il y a beaucoup de pratiques dans les formations professionnelles. Et ça, c'est un vrai enjeu et qui permet justement d'avoir accès à des certifications reconnues par l'État et au-delà de quoi, des certifications qui permettent vraiment à une personne d'avoir un projet de vie qui évolue, et c'est l'objectif. Ensuite, nous avons aussi les formations en alternance là, qui est souvent destinée aux jeunes sortis du bac, mais pas que. Attention, puisqu'effectivement une personne, j'en connais, qui déjà mère de famille, déjà salariée, qui décide d'avoir une
réorientation, qui décident de repasser par la case alternance. Et l'avantage de la case alternance, c'est que ça permet de recevoir une rémunération durant ce temps de formation. Et c'est vraiment un atout pour une personne qui ne peut pas se permettre parfois de couper court à son train de vie parce qu'effectivement, il a déjà embrassé une carrière. Donc, tous ces dispositifs, il y en a d'autres, mais tous ces dispositifs aujourd'hui qui sont mis sur la table sont des réelles opportunités d'avoir une évolution et de ne pas stagner, de pouvoir avoir le choix aussi de se dire, écoute, je ne m'épanouis plus du tout dans ma profession, j'ai envie de découvrir un autre métier. Et là, c'est possible. Et quels sont les dispositifs de formation selon son profil, puisque ça a un coût, tout cela? Tout à fait. Alors, les dispositifs de financement, alors en fonction de son profil, un demandeur d'emploi, bien entendu, peut avoir recours à l'aide mise en place par Pôle emploi, tout simplement. Il peut également, en fonction de ses disponibilités, d'avoir recours à son CPF. D'ailleurs, toute personne a recours à son CPF, puisque le CPF, c'est le compte personnel de formation qui est autogéré par les individus. C'est-à-dire que personne ne peut avoir accès à votre CPF, mis à part vous. Je le souligne parce qu'il y a eu des abus auparavant quand il ne s'agissait pas du CPF. Et bon. Et depuis la réforme. Voilà, depuis la réforme, c'est vraiment personnel. Vous avez une cagnotte, un peu, j'aime expliquer ça comme ça. C'est une petite cagnotte qui vous est mise à disposition. Donc, vous connectez sur votre compte personnel de formation. L'inscription est très simple. On vous demande un numéro de carte vitale, donc vous remplissez. Et une fois que vous avez tout rempli, vous êtes inscrit et vous avez votre enveloppe. Vous allez découvrir une somme plus ou moins grande en fonction de votre actif. Mais c'est vrai que ça permet de se dire, tiens, je peux financer ma formation de manière autonome. Donc ça, quelle que soit une personne salariée, en emploi ou un porteur de projet, il peut avoir recours au CPF. Donc ça, c'est le tronc commun. Le demandeur d'emploi, comme je l'ai dit, Pôle emploi, mais également les aides de la région, puisque parfois, Pôle emploi ne peut pas prendre la totalité de la formation, mais ce sont des aides qui peuvent être cumulables avec d'autres dispositifs. Donc, un centre de formation, en tous les cas, qui est dans l'accompagnement, peut dresser un dossier à la fois à Pôle emploi, mais également à la région. Puis un salarié, il a soit encore une fois le choix de se dire ok, de manière autonome je me lance sur un projet de formation, ou soit de demander un congé de formation et d'avoir recours grâce à la collecte de son entreprise à son OPCA maintenant, qui est en général collecté automatiquement par l'entreprise, et l'entreprise dispose donc de moyens de financer la formation pour ses salariés. Et ça fait partie des obligations en tant qu'employeur. Oui. En tout cas, merci beaucoup Maëlle, et on ne le redira jamais assez. Tout le temps on en parle ici, de la nécessité de la formation. Et je voudrais juste ajouter qu'il y a aussi parfois des opportunités de financement par des bourses de fondations. Donc il ne faut pas hésiter à aller fouiller, même si ces fondations ne sont pas forcément basées en Guadeloupe. Je vois Cindy Bajazé qui fait un grand oui de la tête. Formez-vous. Elle le dit tout le temps. Et tout le temps, c'est vrai qu'on le répète ici. Et c'est vrai qu'on suivra IRESA particulièrement pour avoir les informations et les opportunités aussi de formation que vous avez chez vous. Tout à fait, surtout que nous, comme je l'ai bien dit, nous sommes vraiment dans un accompagnement. Quel que soit votre profil, vous êtes salarié, vous êtes demandeur d'emploi, vous êtes porteur de projet, nous vous accompagnons dans le financement, et il y a toujours une solution aujourd'hui. Il y a trop de dispositifs pour se dire que non, la question pécuniaire est un frais à la formation. Ce n'est presque plus possible, j'ai envie de dire, et même des facilités de paiement en fonction des possibilités. Donc, je vous engage, je vous sollicite de vous former. Formez-vous, parce que ce sera toujours un plus, que ce soit
pour l'entreprise pour laquelle vous travaillez, mais surtout pour vous en fait. Et un projet d'évolution et de progrès personnel, ça aussi c'est important. Merci beaucoup Maëlle. On va passer à Joël qui nous emmène ce soir vers de nouveaux horizons de pâtisserie, l'IGC je crois. On va discuter d'IGC. C'est quoi l'IGC Joël? L'IGC c'est l'index glycémique contrôlé. Oui. Alors, depuis quelques temps maintenant, les pâtissiers font vraiment attention au sucre et au gras dans leur pâtisserie. Aujourd'hui, on peut manger très bon, très fin, sans que ce soit néfaste pour la santé. Parce qu'on aime tous les pâtisseries, on adore ça. Mais on se rend compte que pour la santé, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. En Guadeloupe particulièrement, on connaît le taux de diabète, près de 8% de la population est touchée. Et c'est important, je pense, de rester assez alerté par rapport à ce qu'on mange, à son alimentation. Tout en restant gourmand. Exactement, tout en restant gourmand. Et il y a 2 semaines, c'est une abonnée d'Instagram qui m'a fait découvrir cette pâtisserie, où on va découvrir tout à l'heure les coulisses. Je me suis dit, waouh, elles sont magnifiques ces pâtisseries, il faut que j'y aille. J'étais d'abord séduite par le visuel. Ouais. En arrivant sur place, j'ai vu la devanture IGC. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est IGC? Ça m'a rappelé des éléments. Et le discours à l'intérieur m'a totalement convaincue. Ce côté moins de sucre, moins gras, mais toujours en se faisant énormément plaisir, j'ai adoré. Bon, en tout cas, j'ai hâte de voir ça, la façon dont elle a eu ce regard là, comme ça, en parlant de la devanture et des visuels. On regarde le reportage de Marius Mathieu à la découverte des Belles Envies Guadeloupe, pâtisserie. Alors les Belles Envies, c'est quoi? Les Belles Envies, c'est une pâtisserie, chocolaterie, biscuiterie à faible index glycémique. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait? On va éliminer tous les produits raffinés de nos produits, donc tout ce qui va vous apporter énormément de glucides et vous faire augmenter l'index glycémique. Du coup, on va éliminer le sucre blanc et la farine blanche, qui ont des forts pouvoirs sucrants en fait, qui apportent du sucre dans les produits. Et nous, à la place, on va utiliser des choses naturelles non raffinées. Donc on va utiliser du sucre de coco, de la farine de coco, de la farine de lupin, de la farine de blé, mais en complète ou semi-complète, donc le moins raffiné possible. Et ça nous amène à avoir un produit, un rendu final qui a un index glycémique qui est très faible. On n'a que des index glycémiques situés en dessous de 30, donc c'est très très faible, ce qui va permettre à n'importe qui de se faire plaisir, même des gens qui ont complètement l'interdiction de manger du sucre, des diabétiques par exemple, des sportifs, des gens qui font attention, voilà. Et ça permet à n'importe qui vraiment de pouvoir se faire plaisir avec des notes sucrées, disons sucrées à notre façon. Alors IGC c'est quoi? IGC c'est un label qu'on a créé, qu'on a déposé, qui veut dire index glycémique contrôlé, qui nous permet de justifier tout ce qu'on vous dit. En fait c'est un peu la caution scientifique de notre projet, c'est de dire voilà, on a un index glycémique, on a créé un label autour de ça, IGC, index glycémique contrôlé, qu'on appose sur tous nos produits et qui justifie ce qu'on dit. Parce qu'en fait à Paris on en a déjà 2 et en fait on fait tous nos tests à Paris avec des testeuses. On envoie, donc dès qu'une recette est préparée, elle est testée par un panel de 10 à 15 testeuses sur Paris. Et en fait, ensuite, les résultats, on les envoie à un diabétologue avec qui on est associé et qui va nous donner l'index glycémique de ce produit. Et voilà, ce IGC, ça va être la caution scientifique qui nous permet de justifier tout ce qu'on dit à travers ce test qui est réalisé avec notre diabétologue. Ça peut être compatible avec de la pâtisserie, nous en sommes l'exemple parfait, en remplaçant justement, comme je vous dis, tous les produits qui sont raffinés, le sucre et la farine, qui vous apportent beaucoup de glucides dans un gâteau, par des choses qui sont naturelles, qui ont naturellement un index glycémique faible et qui sont de meilleure qualité en fait, et qui apportent des nutriments nécessaires à votre corps qui sont supprimés quand vous mangez un produit qui est raffiné, avec du sucre blanc ou de la farine blanche. Voilà, donc c'est tout à fait compatible, on peut tout à fait y arriver à faire des produits de chocolat, des produits de pâtissier, des biscuits, toutes les choses que vous voyez dans notre boutique à index glycémique faible. Les Belles Envies existe déjà depuis bientôt 6 ans sur Paris, donc on a un petit peu d'expérience déjà dans notre secteur et notre arrivée en Guadeloupe s'est fait il y a 3 semaines aujourd'hui et on a eu un accueil qui est vraiment à la hauteur, même pas plus qu'à la hauteur de nos espérances. On a eu plein de nouveaux clients, des clients qui nous connaissaient déjà sur la métropole, des clients qui étaient aussi avides de découvrir de nouvelles pâtisseries. Donc on a des retours qui sont extrêmement positifs, des clients qui reviennent.
et tous les jours des clients qui ont entendu parler de nous sur les réseaux, donc ça fait plaisir. Les infos circulent nous concernant. Nous, on est constamment en recherche et développement. Toutes les semaines, il y a des nouveaux produits qui sont testés pour entrer dans les normes qu'on s'est fixées. Donc vous voyez par exemple aujourd'hui on a sorti sur notre gamme salée une nouvelle quiche, une quiche poulet pour élargir un petit peu notre gamme. Alors on a une gamme qui est beaucoup plus large que celle qu'on propose actuellement, mais on ne peut pas tout sortir en même temps. Et voilà, vous allez voir rapidement, il y a de nouvelles références qui vont arriver. Alors pour nous, on ne met pas de limite. Pour nous, notre produit est destiné vraiment à tout le monde. C'est une nouvelle façon de faire de la pâtisserie, pour nous plus saine. Je pense que c'est l'avenir de la pâtisserie. Alors on a cette force qui est ce label IGC qui rend accessible aussi aux diabétiques. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas vraiment de limite pour la clientèle. C'est juste, voilà, il faut juste venir nous découvrir, se rendre compte que sans sucre, on peut faire aussi des bonnes choses. Excellente découverte, Joël. Vous avez vu toute cette vite. Ah oui, parce que c'est vrai qu'en général, quand on parle de restrictions sur la cuisine, on imagine un goût et un visuel moins intéressant. Des choses sans saveur. C'est pas le cas du tout. Moi, je suis une vraie gourmande et je vous garantis que je me suis régalée. Ah oui, c'est magnifique, ça donne envie de découvrir en tout cas. J'ai vu ces dames qui font aussi attention à leur ligne également, qui ont l'air d'être convaincues en tout cas. Mais ce que j'ai apprécié en fait, c'est que ces dernières années, on a souvent parlé des produits qui avaient un apport en sucre supplémentaire par rapport à l'Hexagone. Et là, c'est la démarche inverse. Je me suis dit, enfin. Ah oui. Et puis surtout, on revient aux sources, puisque moins de produits raffinés aussi, les farines blanches qui sont dégagées. Ça, c'est vraiment intéressant comme démarche et on ira découvrir. Et le spot est très agréable. Le petit salon derrière, vous allez adorer. Ah oui, à découvrir, mesdames. Parfait, très bien. Merci beaucoup pour cette succulente découverte, Joël. Et je me tourne maintenant vers Amanda qui va nous parler de Monsieur Lucien Bambert, une réussite guadeloupéenne inspirante. Qui est Monsieur Bambert, Amanda? Alors Monsieur Bambert, c'est lui qui détient les Belles Autos et vraiment, il m'a vraiment inspirée puisqu'il a écrit son livre, c'est une autobiographie. Il parle un petit peu de son parcours et même les plus insolites parfois. Et vraiment, j'ai beaucoup apprécié sa démarche puisque c'est vrai qu'on a beaucoup d'entrepreneurs vraiment en Guadeloupe qui se disent bon ben j'ai pas fait beaucoup d'études, j'ai du mal à me lancer et lui ben il défraie tous les codes vraiment et il nous dit non, ben, j'ai pas fait beaucoup d'études. C'est vrai que je ne maîtrise pas trop le français, mais je vais oser et je vais créer mon affaire. Très bien. Bon, on découvre un reportage de l'équipe Éclair TV à la découverte et la rencontre de Monsieur Lucien Bambert Senior. Attention, puisqu'il a un petit qui porte le même prénom que lui. Avant de départ en France, parce qu'on passait un certain temps en France, ces tracteurs ont été amenés. Alors, en partie en France, et on venu trouver moi qui travaille côté Peugeot Talbot, dans l'usine. Et tous les 2 ans, comme tout entier, on était venu en vacances. Et on vient d'acheter une voiture. Et on prend panne où est la voiture là. Eh bien, vous savez, pour réparer la voiture là-bas, ça prend moins 3 jours pour réparer la voiture là. Et c'est de là l'idée de monter un centre automobile Veni. Alors c'est pour cela le départ Veni parce que et à cause de crevaison là en tétine. Alors qui a commencé? Bon, et bien, l'offre en sortie en France, en venu définitif, là, en montée centre là, et là, en montée centre là, ça n'a pas existé du tout. Alors, en sortie, il y avait l'idée là en France et en montée centre là. Donc, non, c'était à l'époque Nord Auto. Bon. Alors, c'est comme ça vient. Alors, premier côté, ouvert centre là, c'était à Conception. Et à Conception, là, quand on ouvert centre là, ça n'a pas marché trop bien. Alors, on vient trouver un terrain sur la route nationale. Et c'est de là, ça partit meilleur qu'à Conception. C'était dans les années
81, on monté premier centre en moins à Montplaisir-Sainte-Rose et qu'on restait là à peu près une année, ça va être marché. Et là, on veut déménager et on veut trouver moi sur la route nationale à Viard, sur la route nationale. Et c'est là que ça a démarré aussi bien. Alors, quand vous développez vraiment le centre-là? Eh bien, le centre-là, ça a comme développé la réparation de pneus. C'était la première activité en moins et vente de pneus aussi. Et puis après, on vient agrandir ce centre-là, on vient commencer à vendre batterie et tout accessoire à voiture. Eh bien, ce centre-là, on vient commencer par la réparation et vente de pneus. Et que, allez, à cette époque-là, c'était peut-être autant de concurrence et que ça a marché très bien pour moi, à tel point que ça était trop petit. En venir, déplacer moins en aille à Bébel-Sainte-Rose. Or, et là, c'était un centre qui était fait plus grand que ce centre-là en là. Et c'est de là, ça partit. On vient partir en France pour moi acheter l'eau. Après ça, on vient vendre l'eau pour la Guadeloupe et les îles aussi. Alors là, on vient trouver moins entre et faire la réparation de pneus, puis après, en tout cas, livrer l'eau dans Marie-Galante et les Saintes comme en sortie d'hier, en quelque sorte. En 2022, on tenu 400 en 2022. Et en tétini, enfin, nous tétini 500, là, on dit nous tétini parce que c'est une entreprise familiale. Bon, en tétini 500, mais à Gosier, nous venons fermer à Gosier, et là maintenant, nous tenons Bel Auto-Beau, Bel Auto-Olivier, Bel Auto-Goyave, Bel Auto-Lamentin. Voilà. Alors, quoi faire, combien de familles travaillent? Et en tout, c'est que l'un dans l'autre, nous avons fait à peu près une cinquantaine de familles et travail. Madame a travaillé? Oui, madame a travaillé avec moi. Madame a été en France, qu'il venait et depuis lors, qu'il est salarié dans l'entreprise là. Alors, quel conseil aux bons jeunes qui veulent monter en entreprise? Alors, c'est un conseil pour moi, un jeune qui veut monter en entreprise, c'est qu'il faut être déjà sérieux dans l'entreprise. Premièrement. Deuxième chose, c'est que faire l'amour. Beaucoup l'amour dans l'entreprise là, qu'il a fait là. Alors, pourquoi que moi écrit un livre? Eh bien, moi écrit le livre là, c'est que Antini et garçon moi, tout le temps il était dit moi comme ça que papa avait ça où j'ai fait dans la vie, il aurait fallu qu'on laisse en trace. Il dit ça plusieurs fois et puis on voit comme ça il dit là quand c'est en vérité. C'est si bien parce que souvent en tout cas des grands-parents en tout cas partis, avec qu'on pas laissé de trace pour Simonayo. Alors de là on dit pourquoi pas. Et c'est à cet instant qu'on décide moins d'écrire un livre. Et pourquoi il y a autant de chômeurs en Guadeloupe et les jeunes? En fait, tout simplement, c'est que depuis quelque temps, c'est que les jeunes qui ont laissé la Guadeloupe, qui ont parti en France, et qu'ils ont appris certaines choses, et ils n'ont pas qu'à retourner pour porter connaissance à eux en Guadeloupe. Ils ont qu'à rester en France tout simplement pour travailler. Mais si certains jeunes retournent en Guadeloupe, comme ça la Guadeloupe est plus forte
pour détenir moins de chômeurs. Parce qu'ils étaient venus avec tout ça, ils apprendre en France. Et là, ils ont été portés en Guadeloupe. Nous qu'a viré, Monsieur Bambert, nous qu'a viré, nous là. Magnifique rencontre avec Monsieur Bambert. Alors, qu'est-ce qui vous a plu justement chez Monsieur Bambert, sa démarche? Alors déjà, il est authentique, hein, vous l'avez vu. Il a dit qu'il ne maîtrise pas le français, mais par contre le créole, il a tué. Moi, je suis d'accord avec ce qu'il propose. Et surtout, je vais vous lire un petit passage qui m'a beaucoup parlé. Alors, c'est à cause des expériences que j'ai eues avec les jeunes demandeurs d'emploi. Aujourd'hui, près de 80% de mes employés sont des jeunes. Et ils sont sérieux. Je peux compter sur eux. Ils veillent sur la sécurité de leur local. Ainsi, petite anecdote, un soir, que l'un d'eux revenait d'une petite virée vers 1h du matin, il passe devant l'atelier et réalise qu'un feu brûlait encore. Pas un instant, il a hésité et il m'a signalé malgré l'heure tardive le fait. Franchement, ce que j'apprécie avec M. Bambert, c'est qu'il n'hésite pas à faire confiance aux jeunes, puisque, comme je l'ai dit précédemment dans nos émissions, souvent ça peut être un frein d'être jeune, puisqu'on n'est pas, il y en a qui sont peut-être pas au fait de ce qu'ils veulent faire réellement, mais lui, il n'hésite pas à faire confiance aux jeunes, et vraiment, je trouve ça vraiment génial. Alors, je vous montre un petit peu le livre. Une vie, voilà, un destin, un homme. Et il est en vente où, ce livre? Dans les Belles Autos. Et pour moins de 20 euros. Pour moins de 20 euros, on peut les trouver dans les Belles Autos. Alors moi, je confirme vraiment. Monsieur Bambert, je l'ai connu, c'était en janvier 2019. 2019, ouais. Alors, petite anecdote. Non, mais l'humilité de cet homme et sa générosité. En janvier 2019, Caribbean Boss Lady, Mylène Colmar, Fabrice David et moi, on organise un séminaire pour donner les clés de la réussite à celles et ceux qui veulent entreprendre ou qui ont un projet ou qui sont déjà en phase d'entreprise. Et un jour, je passe sur une radio bien connue et là, tout de suite après, mon téléphone sonne et c'est un monsieur d'un certain âge qui m'appelle, qui me dit oui, qu'il veut venir, il veut 3 places, mais voilà, qu'il veut négocier les prix. Et je lui dis très bien, j'aime beaucoup la démarche, alors si vous venez à 3, je vous fais un prix. Et il est venu avec ses 2 fils, je ne connaissais pas du tout, et quand il s'est présenté lors du séminaire, il nous a parlé de son histoire, il nous a expliqué, et il est vraiment authentique, comme vous l'avez dit Amanda. Il nous disait bon, le français, je le baragouine, c'est pas trop mon truc, mais au moins je sais ce que je veux, j'ai de l'ambition. Et aujourd'hui, voilà mon parcours. Je suis partie de rien, famille très modeste à Sainte-Rose, parents agriculteurs, pêcheurs, parfois boulanger également. Il n'a pas été très loin à l'école. Et pourtant, c'est l'une des plus belles réussites entrepreneuriales en Guadeloupe, très discret, très humble, et qui a su passer le flambeau à ses fils. Et Monsieur Bambert, surtout, c'est vraiment quelqu'un qui donne sa chance aux autres également. Et moi, j'ai lu ce livre. Je suis très friande des autobiographies, des autobiographies d'entrepreneurs à succès, Steve Jobs, Richard Branson. On voit souvent les Américains, les Anglo-Saxons faire cette démarche-là, mais on n'en a pas vraiment dans la Caraïbe et en Guadeloupe. Et quand Monsieur Bambert m'a dit, j'ai sorti ce livre, je me suis précipitée là-dessus, mais on rit, on pleure, on vit avec lui. Il parle de sa famille, des difficultés, quand le cyclone Hugo a tout ravagé, tout ça. Il parle même de ses conquêtes. De ses conquêtes également. Et voilà, de l'entrepreneur qu'il est, comment est-ce qu'il participe à cette Guadeloupe dont il rêve. Donc, je ne saurais trop que recommander le livre de Monsieur Bambert, vraiment. Je vois Joël qui est tout sourire et qui nous parlait d'ambition aussi. J'ai émue parce que quand j'ai entendu Monsieur Bambert, j'ai pensé à mes oncles. J'ai pensé à tonton José, à tonton Félix, à tonton Pierre. Cette authenticité dans le créole, dans cet instinct. Oui. J'ai beaucoup apprécié. Et puis une ambition, franchement, c'est un vrai modèle, quoi. Un vrai modèle, oui. Et effectivement, on parlait d'instinct, Joël, et il le dit, il n'a pas fait HEC, il n'a pas fait de hautes études, mais ce gars... Il a le flair. A le flair. C'est ça. Et il a un sens de la communication, je crois que c'est inné. Vous ne pouvez pas ne pas connaître les Belles Autos, sa chaîne, Made in Guadeloupe, il a un sens de la publicité qui est exceptionnel. Mais en tout cas, Amanda, merci beaucoup pour cette découverte, ou cette redécouverte
ouverte. Maëlle, vous qui êtes vraiment sur l'entrepreneuriat avec Cindy, que pensez-vous de cette démarche? Je pense qu'il a surtout une vision de là où il veut aller et qu'il permet justement à plein d'autres personnes de s'y greffer et d'évoluer. Et c'est très très beau puisqu'effectivement en Guadeloupe il y a trop d'entreprises où on n'arrive pas à passer le flambeau. Et ça c'est un très bel exemple de réussite et aussi un très bel exemple de transmission. Et je pense que c'est important. C'est bien d'ouvrir une entreprise, mais c'est surtout bien de l'avoir perdurée sur des générations. À plus de 40 ans en bel auto, Cindy Bajazet. Alors, Monsieur Bambert, son parcours, ça vous inspire? Mais en fait, je me rappelle de lui puisque j'ai fait partie du séminaire. Du séminaire, exactement. Oui. Et ça m'a fait tilt en fait. Moi, ce que j'aime, c'est son authenticité. Il parle créole, il n'est parti de rien, il n'a pas fait de hautes études et pourtant, il arrive quand même à un niveau relativement haut. Donc je pense que ça peut donner l'exemple à toutes les personnes qui se sentent démotivées, qui ont envie de faire des choses mais qui estiment qu'elles n'ont pas les moyens forcément. J'achèterai ce livre et franchement je suis aujourd'hui bluffée. Vraiment bluffée. Et vraiment, Monsieur Bambert, ce qui m'a vraiment donné la banane quand j'ai lu son livre, et il vous dit, effectivement, je ne parle pas très bien français, je le baragouine, mais je vais quand même voir les grands patrons français pour négocier avec eux et ils comprennent ce que je veux dire. Ou encore, il va en Chine, le gars, dans des salons pas possibles, internationaux. Il ne se laisse pas embarrasser par des complexes d'infériorité et vous dit, écoutez, bon, je paye un traducteur et je fais ce que j'ai à faire. Il pousse les portes. Il pousse les portes. Voilà. Oser justement créer les opportunités. Monsieur Bambert, un vrai exemple. Merci encore, Amanda. Et chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, on se dit rendez-vous la semaine prochaine, toujours avec des parcours et des modèles inspirants made in Guadeloupe et Caraïbes. Bonne soirée.